Tiens mon sac pendant que je vais danser avec lui, a-t-elle dit à propos d'un gars dans la boîte de nuit. J'ai laissé le sac à la sécurité et je suis rentré chez moi, j'ai emballé tout ce que je possédais et j'ai laissé un mot. Tu peux danser avec qui tu veux maintenant. Elle est rentrée à 3 heures du matin dans un appartement vide et a passé le reste de la nuit à m'appeler. Elle s'est présentée à mon travail le lendemain, me suppliant de rentrer à la maison. La sécurité l'a raccompagnée dehors. L'ail et les oignons grésillaient pendant que je les faisais sauter dans la poêle. Le son était une ambiance sonore confortable et familière pour notre vendredi soir. Depuis la chambre, je pouvais entendre Sophie fredonner sur une playlist quelconque le bruit sourd d'un tiroir qui se ferme, le bruissement du tissu. C'était notre rituel. Je cuisinais, elle se préparait, et nous sortions avec ses amis. C'était bien. Je n'étais pas un grand fan des boîtes de nuit, mais j'aimais la voir heureuse, la voir illuminer une pièce. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, une silhouette se découpant sur la lumière de la chambre. Elle portait déjà ses vêtements de sortie, une petite robe noire qui laissait peu de place à l'imagination. Ses yeux m'ont scruté, de mes baskets usées mes propres simples au gris à col tunisien que j'avais enfilés. « Tu ne vas pas porter ça, n'est-ce pas » a-t-elle demandé en penchant la tête. Ce n'était pas une vraie question. C'était une critique enveloppée d'un ton vaguement amusé. J'ai secoué la poêle une nouvelle fois. C'est ce que je porte toujours. Ça va. Ça va, a-t-elle répété, le mot atterrissant avec le poids d'un bruit sourd. Assure-toi au moins de porter le jean brut. Pas le délavé. Il te donne l'air d'essayer trop fort de ne pas en avoir l'air. J'ai hoché la tête, ravalant une légère irritation. C'était tout Sophie. Elle avait des exigences. Avant, je pensais que c'était parce qu'elle voulait que je sois sous mon meilleur jour. Maintenant, j'avais parfois l'impression d'être un projet perpétuellement en retard. 1 heure plus tard, nous étions engloutis par les basses. La boîte de nuit, le Métropolis, était un organisme palpitant de lumière colorée et de corps en sueur. L'air était épais de parfums et de l'odeur sucrée des cocktails renversés. Je nous avais trouvé une place près du bar, 2 verres à la main, pendant que Sophie textotait furieusement, probablement pour se coordonner avec son amie, Camille. Camille est en retard, a-t-elle crié par-dessus la musique, sans lever les yeux de son téléphone. Pas de problème, ai-je crié en retour. J'ai essayé d'engager la conversation, me penchant près de son oreille. Tu as vu le match aujourd'hui? Une fin incroyable. Elle s'est légèrement reculée, me lançant un regard qui était un mélange de pitié et d'agacement. Julien, personne ne se soucie du sport ici. Saisis l'ambiance. Elle est retournée à son téléphone. J'ai pris une longue gorgée de ma bière, le houblon ne faisant pas grand-chose pour dissiper l'amertume soudaine. J'ai balayé la salle du regard, ressentant cette sensation familière de ne pas être à ma place que j'éprouvais toujours dans ces endroits. C'est alors que je l'ai vu. Il était à l'autre bout du bar, les cheveux parfaitement coiffés et une chemise moulante qui mettait en valeur un physique de salle de sport. Il regardait directement Sophie, un sourire confiant et paresseux sur le visage. Et elle le regardait en retour. Ce n'était pas un coup d'œil. C'était une connexion. Un sourire lent et entendu s'est étalé sur ses lèvres, et elle a fait un petit signe de tête presque imperceptible. Mon estomac s'est noué. Non, allez. Ne fais pas ça, me suis-je dit. J'étais paranoïaque. Elle était juste amicale. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux se tourner vers moi, et le sourire narquois n'a pas disparu. Il s'est élargi, comme s'il venait de gagner un pari dont j'ignorais que nous y participions. Ma main s'est resserrée autour de mon verre. Sophie a finalement rangé son téléphone et a pris une gorgée de sa vodka cranberry. Elle le regardait par-dessus le bord de son verre. Les basses continuaient de battre, un rythme moqueur et régulier pour mon horreur naissante. « Ça va ?» ai-je demandé, ma voix plus tendue que je ne le voulais. « Oui, ça va » a-t-elle dit, ses yeux toujours ailleurs. Le gars, appelons-le Antoine, il avait une tête d'Antoine, s'est détaché du bar et a commencé à se faufiler dans la foule vers nous. Ça y est, la confrontation. Mon esprit s'emballait. Que allais-je dire? Que dirait-il? Mais il ne s'est pas arrêté pour me parler. Il s'est arrêté juste à côté de Sophie, se penchant pour lui parler directement à l'oreille. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri, d'un rire vrai et sincère que je ne lui avais pas entendu depuis des mois.
Elle a posé une main sur son bras. Une clarté froide a commencé à m'envahir, engourdissant les bords de la colère et de l'humiliation. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Puis elle s'est tournée vers moi. L'expression sur son visage n'était ni de la culpabilité ni de la honte. C'était une suffisance pure et simple. Elle m'a fourré sa petite pochette à paillettes dans les mains. Tiens, prends mon sac. Je vais danser avec lui. Elle a fait un signe de tête vers Antoine, qui me souriait maintenant ouvertement, profitant du spectacle. Le monde semblait se réduire à ce seul point. La sensation des paillettes bon marché sous mes doigts. Le poids du sac. Ce n'était pas juste un sac, c'était un symbole. J'étais le porteur de sac, le remplaçant, le petit ami fiable et ennuyeux dont la fonction principale était de garder ses affaires pendant qu'elle allait s'amuser. Ma voix me semblait étrangère dans ma gorge. Sophie, sérieusement? Tu es avec moi. Elle a levé les yeux au ciel, ce sourire dédaigneux et suffisant fermement en place. C'était l'expression la plus dévastatrice que j'ai jamais vue. Oh, détends-toi, Julien. C'est juste une danse. Ne sois pas si ennuyeux. Elle s'est penchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure condescendant. Ce n'est pas comme si tu savais bouger, de toute façon. Et sur ce, elle m'a tourné le dos. Elle a pris la main qu'Antoine lui tendait, et il l'a conduite sur la piste de danse, l'attirant immédiatement contre lui. Je suis resté là, tenant ce stupide sac. Le bruit de la boîte de nuit s'est estompé en un grondement sourd dans mes oreilles. J'ai regardé le sac dans ma main. Je l'ai regardé, riant pendant qu'Antoine la faisait tourner, ses mains sur ses hanches. J'ai vu la façon dont elle le regardait, avec une étincelle que j'essayais d'allumer en elle depuis un an. La confusion et la douleur se sont cristallisées en autre chose, une certitude froide, dure et absolue. L'interrupteur avait basculé. Je n'étais plus en colère. J'étais libre. Sans un instant d'hésitation, je me suis retourné et je me suis éloigné du bar vers la silhouette massive d'un agent de sécurité près de l'entrée. Le sac me semblait maintenant insignifiant, juste un objet dont il fallait se débarrasser. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. L'agent m'a regardé de haut, son visage impassible. J'ai tendu la pochette. Une femme en robe noire m'a donné ça. Elle est là-bas, en train de danser. J'ai fait un geste vague vers les lumières tourbillonnantes. Pouvez-vous vous assurer qu'elle le récupère? Je pars. Les yeux de l'agent ont alterné entre le sac et mon visage. Il a vu toute l'histoire écrite là. Il a fait un lent, presque imperceptible signe de tête de compréhension. Bien sûr, mec, a-t-il dit en prenant le sac. Je me suis retourné et je suis sorti de la boîte de nuit. Le silence de la rue nocturne était assourdissant, et c'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les portes de la boîte se sont refermées derrière moi, coupant les basses vrombissantes comme une guillotine. Le silence soudain était une présence physique, fraîche et lourde contre ma peau. Je suis resté sur le trottoir un instant, les lumières de la ville se brouillant en traînées de couleurs pendant que mes yeux s'adaptaient. J'ai pris une profonde inspiration, m'attendant à ce que la morsure de l'air nocturne me fasse mal, mais ce ne fut pas le cas. Il était pur. C'était comme ma première vraie respiration depuis des années. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Chaque pas loin de cet endroit était un acte délibéré et mesuré pour me réapproprier. L'image de Sophie dans les bras de ce type a traversé mon esprit, mais elle était maintenant distante, comme une scène d'un mauvais film que je venais de quitter. L'humiliation était là, une braise chaude dans mon ventre, mais elle était étouffée par cette nouvelle sensation écrasante, la clarté. Je n'avais pas perdu un combat. J'avais simplement cessé de participer à un jeu auquel je n'avais jamais accepté de jouer. Mon téléphone a vibré dans ma poche une fois, 2 fois. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était elle. Où es-tu, où, tu pars sérieusement? Je l'ai laissé vibrer. Le son était une ancre essayant de me ramener à un navire que j'avais déjà abandonné. J'ai continué à marcher, le rythme de mes pas sur le trottoir étant un battement plus honnête que tout ce qu'il y avait dans cette boîte. J'ai hélé un taxi. Le chauffeur a grogné à une adresse que je connaissais par cœur, mais qui ne me semblait plus être chez moi. C'était juste un appartement, un lieu, un problème à résoudre. La clé a tourné dans la serrure avec un clic définitif. Je suis entré, et le silence de mon appartement vide m'a accueilli.
Il sentait encore le dîner que j'avais préparé, l'ail et les oignons étant maintenant un triste rappel fantomatique d'une normalité qui était déjà à des années-lumière. Son parfum flottait aussi dans l'air, une senteur florale qui semblait soudainement écœurante et artificielle. Je n'ai pas allumé les lumières principales. Je suis allé dans la cuisine et j'ai allumé la petite lampe sous l'armoire, plongeant la pièce dans une lueur faible et fonctionnelle. J'ai attrapé un sac poubelle sous l'évier, le plastique bruissant fort dans le silence. Ce n'était pas une purge remplie de rage. C'était une extraction chirurgicale. J'ai commencé par le salon. La bibliothèque, mes manuels universitaires, mes thrillers préférés, mon livre sur le codage que je devais lire. Ils sont allés dans une boîte en carton que j'avais aplatie et rangée dans le placard. J'ai laissé ces romans d'amour et ces magazines de décoration d'intérieur parfaitement alignés. J'ai pris la photo encadrée de nous lors de la randonnée. Mon sourire avait l'air forcé, le sien avait l'air ennuyé. J'ai ouvert le cadre, j'ai glissé la photo et je l'ai déchirée en deux, jetant sa partie dans le sac poubelle. J'ai laissé ma moitié sur l'étagère. Qu'elle s'en occupe. Je suis passé à la chambre. C'était le cœur du problème. J'ai sorti ma grande valise et un sac de sport du haut du placard. Le lit était encore bien fait, le côté où je dormais à peine dérangé. J'ai ouvert les tiroirs de ma commode. Chaussettes, caleçons, t-shirts. Je ne les ai pas pliés avec soin, je les ai roulés en briques compactes et les ai bien serrés. Mes pulls, mes jeans, le brut qu'elle approuvait, le délavé qu'elle détestait, tout y est passé. J'ai ouvert le placard. Son côté était une émeute de couleurs et de textures, robes, chemisiers, chaussures qui débordaient. Mon côté était ordonné, 5 chemises pour le travail, quelques polos, 2 vestes. Je les ai toutes prises, les cintres s'entrechoquant comme des os. J'ai laissé l'espace vide, béant. Dans la salle de bain, j'ai vidé mon étagère dans l'armoire à pharmacie, déodorant, rasoir, dentifrice. J'ai laissé le tube à moitié utilisé de la marque de luxe qu'elle aimait. J'ai pris le shampoing que j'utilisais, le savon. C'était comme effacer les preuves de ma propre existence, pièce par pièce. Le dernier coin était mon coin bureau dans le coin de la chambre, mon ordinateur portable, son chargeur, mon disque dur externe. J'ai débranché la console de jeu que j'avais achetée, celle pour laquelle elle levait les yeux au ciel. Un peu immature, tu ne trouves pas, Julien? Les câbles se sont enroulés dans la boîte comme des serpents endormis. Pendant que je travaillais, un souvenir a refait surface, sans y être invité. Le jour où nous avons emménagé, nous avions peint cette pièce ensemble, d'un gris doux qu'elle avait choisi. Nous avions mis de la peinture sur nos vêtements, nous en avions ri, nous avions commandé une pizza et nous l'avions mangée par terre, entourée de boîtes. Nous avions été une équipe, ou du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, j'étais juste un gars qui démantelait tranquillement le décor d'une pièce qui était terminée depuis longtemps. Quand la dernière boîte a été scellée, quand la dernière fermeture éclair a été tirée, j'ai fait un dernier tour. L'appartement était un fantôme de lui-même. Mon fantôme. Il y avait un espace vide où se trouvaient mes affaires, une image en négatif qui criait l'absence. C'était plus puissant, plus articulé que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. J'ai trouvé un bloc-notes et un stylo dans un tiroir de la cuisine. Je suis resté là, le stylo en suspens. Que restait-il à dire? Toute la colère, la douleur, les questions, c'étaient des bagages que je refusais de porter. Je ne lui donnerai pas un roman de ma souffrance pour qu'elle le décortique avec ses amis. Je ne lui donnerai rien qu'elle puisse utiliser. Les mots sont venus, simples et définitifs. Tu peux danser avec qui tu veux maintenant. Ne m'appelle pas. Je l'ai appuyé contre la lampe sur ma table de chevet vide. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas gentil. C'était une déclaration de fait, un transfert de propriété pour la liberté qu'elle désirait si clairement. J'ai soulevé ma valise d'une main, le sac de sport sur mon épaule, une boîte d'essentiel sous mon bras. J'ai jeté un dernier regard à l'espace vidé qui n'était plus ma maison. Puis j'ai éteint la lumière de la cuisine, la plongeant dans l'obscurité. J'ai fermé la porte derrière moi, le loquet s'enclenchant avec un clic doux et final. Je n'ai pas regardé en arrière. Le couloir était vide. L'immeuble était silencieux. Je suis sorti dans la nuit, le poids de mes affaires me semblant infiniment plus léger que le poids de la vie que je venais de quitter. La chambre de motel était une étude de beige. Murs beige,
rideau beige, un couvre-lit beige qui sentait légèrement l'eau de Javel et la solitude. C'était parfait. C'était silencieux. J'ai laissé tomber mes sacs près de la porte. La finalité du bruit sourd était un point satisfaisant à la phrase de mon ancienne vie. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais vide, mais c'était un vide propre, un espace vidé prêt à être rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait entièrement. J'ai branché mon téléphone sur le chargeur de la table de chevet. L'écran s'est allumé, un barrage de notifications inondant l'affichage. Je ne les ai pas lus. J'ai juste regardé les chiffres de l'horloge numérique passer de 1h17 du matin à 1h18. Le silence était une bombe. Puis l'écran s'est embrasé, vibrant d'un bourdonnement dur et insistant. Sophie. La photo datait de temps plus heureux, sa tête rejetée en arrière dans un rire. Je n'ai rien ressenti. J'ai laissé sonner. La notification de message vocal est apparue presque instantanément. Une partie de moi, celle qui avait été entraînée pendant 3 ans à l'apaiser, à arranger les choses, m'a poussé à écouter, à expliquer. Je l'ai fait taire. J'ai posé le téléphone face contre la table de chevet. Les vibrations étaient maintenant une abeille en colère et étouffée, piégée sous le verre. Il a vibré encore et encore. La curiosité, ou peut-être juste le besoin de fermer complètement le cercueil, l'a emporté. J'ai mis le premier message vocal sur haut-parleur, les bras croisés, en regardant par la fenêtre l'enseigne au néon d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24 de l'autre côté de la rue. Bip. Où es-tu? C'est quoi ce bordel? Toutes tes affaires ont disparu. Ce n'est pas drôle. Es-tu vraiment si pathétique que tu t'enfuis comme ça? Rappelle-moi, Julien. Maintenant. Sa voix était un coup de fouet de confusion et de colère. Aucun remords, juste de l'indignation que j'ai osé perturber son récit. Je l'ai supprimé. Le suivant est arrivé 15 minutes plus tard. Le ton avait changé. Bip. D'accord, je comprends. Tu es en colère. Je suis désolé, d'accord? C'était juste une danse. Tu réagis de manière excessive. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement faire tes valises et partir. Nous vivons ensemble. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes. Juste une danse. Les mots étaient si insultants de trivialité, une tentative désespérée de minimiser la bombe nucléaire qu'elle avait larguée sur notre relation. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait, elle était désolée que j'ai réagi. Je l'ai supprimé. Le troisième message vocal était le plus long. Il est arrivé vers 3h45 du matin. La boîte serait fermée. Elle serait à la maison, vraiment seule dans cet appartement à moitié vide pour la première fois. Bip. Une inspiration tremblante. Le gars était un sale type, Julien. Un vrai sale type. Il est parti avec quelqu'un d'autre 1 heure après toi. Je suis seul. J'ai peur. J'ai besoin de toi. Sa voix s'est brisée en un sanglot. S'il te plaît, bébé. Je suis tellement désolé. J'ai lu ton mot. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es ma personne. Je t'aime. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne peux pas être ici seul. Voilà. Les conséquences servies glacées. Le plaisir qu'elle avait choisi avait révélé sa vraie nature creuse. Le chevalier en armure de salle de sport n'était qu'un troll. Et maintenant, la stabilité qu'elle avait tenue pour acquise avait disparu. Ses larmes étaient réelles, mais elles n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour son propre confort, qui avait soudainement disparu. J'ai ressenti une pitié lointaine et académique, du genre que l'on pourrait ressentir pour un personnage de tragédie, mais aucune envie de la sauver, aucune envie d'arranger les choses. J'ai supprimé le message vocal, mis mon téléphone en sourdine et je me suis endormi. Le silence était profond. Le lendemain matin, je suis entré dans mon immeuble de bureau à 8h15, pile à l'heure. Je portais une chemise simple et propre. J'avais pris un café. En surface, j'étais l'image de la normalité. À l'intérieur, j'étais une forteresse. Mon collègue, David, a levé les yeux de son bureau. Nuit difficile? Tu as l'air fatigué. J'ai esquissé un petit sourire sincère. Juste une soirée tardive.
Je me sens bien aujourd'hui, en fait. Et c'était vrai. Le monde avait une nouvelle clarté, une nouvelle netteté. Le travail sur mon écran avait du sens. Le bavardage du bureau n'était qu'un bruit de fond, pas une distraction. C'est vers 10h30 que l'agitation a commencé. Une voix forte à la réception au bout du couloir, faible mais reconnaissable. Sa voix. Ma colonne vertébrale s'est redressée, mais je n'ai pas levé les yeux. Je me suis concentré sur la ligne de code que je déboguais. Le son s'est rapproché, accompagné des tons fermes et bas de Brigitte, la chef de la sécurité. La porte de mon bureau était ouverte. Une ombre est tombée sur mon bureau. J'ai levé les yeux. Sophie se tenait là, encadrée dans ma porte. Elle avait l'air anéantie. Son maquillage était maculé sous ses yeux, ses cheveux étaient en désordre, et elle portait toujours la même petite robe noire de la nuit précédente, qui paraissait maintenant froissée et pathétique sous la dure lumière fluorescente. Brigitte se tenait derrière elle, une main fermement posée sur son coude, son visage un masque de neutralité professionnelle. « Monsieur, elle a insisté pour vous voir », a dit Brigitte. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'un rendez-vous. Les yeux de Sophie étaient de larges flaques de panique pure, au bord rougi. « Julien » a-t-elle soufflé, sa voix se brisant. Je me suis adossé à ma chaise, joignant mes doigts. « Tout va bien, Brigitte. Donnez-nous un instant. » Brigitte a semblé sceptique mais a hoché la tête, reculant d'un pas mais restant à portée de voix. Sophie a trébuché dans mon bureau, ses talons cliquant de manière instable sur le carrelage. « Tu ne peux pas simplement me ghoster » a-t-elle lâché, les mots tremblants. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Tu m'as quitté pour une danse. J'ai gardé ma voix basse, calme et ferme. Elle ne portait pas au-delà de la porte. Je ne t'ai pas quitté pour une danse, Sophie. Je t'ai quitté parce que tu m'as dit exactement qui tu es. Je t'ai simplement cru. La logique, si simple et inattaquable, a semblé court-circuiter son cerveau. La panique dans ses yeux a vacillé pour se transformer en quelque chose de plus sombre, la colère. Les vraies couleurs émergeant maintenant que les larmes n'avaient pas fonctionné. Alors c'est tout, a-t-elle sifflé, sa voix montant. Tu vas tout jeter par-dessus bord? Tu es un lâche. Tu n'as même pas eu les couilles de te battre pour moi, de te tenir là et de dire à ce type de reculer. Je n'ai pas bronché. J'ai soutenu son regard, le mien parfaitement stable. Il n'y avait rien pour quoi se battre, ai-je dit, mon ton final. Puis j'ai déplacé mes yeux vers Brigitte dans le couloir. Sécurité. Brigitte était dans la pièce en 2 enjambées. Madame, vous devez partir maintenant. Non, Julien, s'il te plaît, a crié Sophie alors que Brigitte la saisissait fermement par le bras et commençait à la guider, non pas brutalement mais irrésistiblement, hors de mon bureau. Ces protestations ont résonné dans le couloir, un mélange de sanglots et de jurons. Tu le regretteras. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne au coin, sa voix s'estompant. Puis je suis retourné à l'écran de mon ordinateur. La ligne de code était toujours là, attendant, un problème soluble. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était encore chaud. Le téléphone sur mon bureau a sonné, une ligne interne. C'était la réception. Julien, vraiment désolé pour ça. Tout va bien? Tout va bien, ai-je dit, et pour la première fois, je le pensais vraiment, complètement. Elle ne reviendra pas. J'ai raccroché, j'ai posé mes mains sur le clavier et je me suis remis au travail. Le silence dans mon bureau n'était plus vide. Il était paisible. Les semaines suivantes furent une étude de réappropriation tranquille. La chambre de motel beige était un cocon temporaire, un espace neutre où je pouvais me défaire de la peau de l'homme que j'avais été avec Sophie. J'ai trouvé un agent immobilier, avec l'efficacité froide de quelqu'un dont les priorités venaient d'être violemment clarifiées, j'ai loué un petit appartement moderne de l'autre côté de la ville. Il avait de hauts plafonds, de grandes fenêtres et aucun souvenir. C'était une page blanche, et je ne l'ai remplie que de choses qui m'apportaient la paix, un canapé confortable, une bibliothèque pour mes livres, une machine à café de haute qualité. Le silence là-bas n'était pas creux, il était le mien. Je me suis plongé dans le travail, non pas comme une évasion, mais comme un canal pour l'énergie concentrée que je possédais désormais. Le code que j'écrivais était plus propre,
les solutions plus élégantes. J'ai commencé à aller à la salle de sport, non pas pour l'apparence sculptée d'un Antoine, mais pour la sensation simple et honnête de force et d'épuisement. J'ai renoué avec des amis dont j'avais été subtilement éloigné, ceux que Sophie avait jugés, ne valant pas notre temps. Nous avons regardé des matchs, sommes allés boire des bières et avons parlé de choses sans importance. C'était glorieux. Je n'ai jamais bloqué le numéro de Sophie. La bloquer aurait été une action, une réaction. Cela aurait signifié qu'elle détenait encore une partie de mon attention. Au lieu de cela, j'ai simplement cessé de m'en soucier. Ces textos sont devenus un bruit de fond, comme une mouche bourdonnant contre une vitre parfois perceptible mais totalement insignifiant. Ils sont passés de supplications à la colère, pour finalement devenir des tentatives désespérées de provoquer une réaction. Elle, je n'arrive pas à croire que tu me fais ça. Je ne dors pas. Elle, ma mère dit que tu es cruel. Elle a raison. Elle, tu as gâché ma vie. J'espère que tu es heureux. Je les lisais avec l'intérêt détaché d'un anthropologue étudiant une culture étrange. Il n'y avait pas de « je suis désolé pour ce que j'ai fait », seulement « regarde ce que tu m'as fait ». C'était la preuve finale qui confirmait que j'avais fait le bon choix. Un soir, environ 2 mois après, la nuit, je déballais la dernière boîte dans mon nouvel appartement. Elle contenait quelques articles de cuisine. Alors que je posais un mortier et un pilon sur le comptoir, un objet que je possédais simplement parce que j'aimais faire mes propres mélanges d'épices, mon téléphone a vibré sur le comptoir en granit. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional était celui que je reconnaissais. Son amie Camille. L'émissaire avait été déployé. J'ai failli ne pas le lire, mais un sentiment de finalité, de clore définitivement le livre, mis à contraint. Numéro inconnu, Julien, c'est Camille. Écoute, je sais que je ne devrais pas m'en mêler, mais Sophie souffre vraiment, vraiment. Elle a perdu son travail parce qu'elle était trop bouleversée et ne pouvait pas se concentrer. Elle est au plus mal. Tu ne te sens même pas un peu mal? Elle a fait une erreur. Une seule erreur. Et tu l'as détruite. Tu ne penses pas que tu l'as assez punie? J'ai fixé le texto. Voilà encore la même logique tordue. Je l'avais détruite. Ma sortie calme était une punition. Mon refus d'être son soutien émotionnel après sa trahison était un acte de cruauté. Il n'y avait aucun univers dans lequel elle était responsable de la chaîne d'événements qu'elle avait elle-même déclenchée. Une réponse n'était pas nécessaire. Une explication serait vaine. Mais le fantôme de l'homme que j'étais, celui qui aurait senti un nœud de culpabilité dans son estomac et se serait précipité pour arranger les choses, avait besoin d'un dernier exorcisme. Mes pouces se sont déplacés sur l'écran, non pas avec colère, mais avec la précision froide d'un chirurgien faisant une dernière incision nette. Je n'ai pas abordé le travail, la douleur, la punition. Je suis allé droit au cœur du péché originel. Moi, le poste de plan de secours a été pourvu. Et à ce qu'il paraît, le sien aussi. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai supprimé tout le fil de discussion d'elle, de Camille, tout. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement fait table rase. Ce n'était plus mon histoire, c'était du désordre. J'ai placé le dernier article de la boîte, un petit moulin à poivre élégant, à côté de la cuisinière. J'ai regardé autour de moi. L'appartement était le mien. Chaque choix, chaque objet, chaque moment de calme était le mien. L'air était léger. La vue depuis la fenêtre donnait sur la ligne d'horizon de la ville, scintillant de possibilités infinies et anonymes. J'ai pensé à Sophie alors, pour ce que je savais être la dernière fois. Pas avec colère, pas avec douleur, ni même avec pitié. Elle était simplement une personne que j'avais connue. Une leçon que j'avais apprise. Le silence dans ma nouvelle maison n'était plus seulement une absence de son. C'était une présence. C'était la